multiple de l'exclusion des personnes handicapées dans notre société d'aujourd'hui. Cet enseignement est conçu en plusieurs parties. Une première introduction consistera à ébaucher le cadre théorique à l'intérieur duquel seront analysées les questions des différentes formes d'exclusion. Donc un cadre théorique qui portera sur le lien social, la manière dont chaque société produit une forme de cohésion, une vie ensemble, et également, parallèlement, comment chaque société produit de la déliaison de l'exclusion. Cette première introduction théorique sera ensuite donc appliquée spécifiquement à la population handicapée. Ainsi, ce qui va être énoncé concernant l'inclusion et l'exclusion concerne tout type de population et tout type de société, mais ensuite donc la typologie des modalités d'exclusion sera, elle, appliquée à la question du handicap pour essayer d'en déterminer les différentes formes contemporaines. Bien, et donc seront travaillés 6 types d'exclusion. Un premier type qui consiste en l'élimination, un second qui sera intitulé l'abandon, un troisième qui sera nommé la ségrégation, un quatrième qui sera l'assistance, un cinquième qui consiste en la marginalisation, et enfin le dernier qui sera la discrimination. Bien, donc revenons tout d'abord sur la question de l'inclusion et de l'exclusion. Les deux en fait existent systématiquement ensemble, conjointement. L'un a pour corollaire l'autre et réciproquement. Il n'existe aucune société qui inclut tout individu. Il y a toujours des individus qui ne font pas partie de la société, qui sont les étrangers. Et il y a toujours des personnes incluses pour fonder une société. Autrement dit, il y a donc toujours des inclus, des exclus, quelle que soit la société considérée. Chaque société donc produit des modalités d'inclusion et des modalités d'exclusion, autrement dit, produit du lien social ou au contraire de la déliaison. Chaque société a aussi également, en fonction de sa culture, de sa symbolique, mais aussi de ses pratiques, de ses manières de faire, une façon de mettre en œuvre la liaison ou au contraire de mettre en œuvre la déliaison. Ainsi, à chaque façon de penser et de pratiquer l'inclusion correspond une façon corollaire de penser et de pratiquer la déliaison. Chaque société intègre et rejette d'une manière spécifique qui lui est propre. Les populations visées par l'inclusion ou par l'exclusion ne sont pas systématiquement les populations considérées aujourd'hui sous le label handicap. Suivant les sociétés, les individus qui, du point de vue d'une culture donnée à une époque donnée, méritent d'être exclus ne sont pas les mêmes, ou ne méritent pas d'être inclus ne sont pas les mêmes. Aussi, il arrive que certaines catégories de personnes que nous considérons comme handicapées aujourd'hui aient pu être prises dans des pratiques de déliaison ou d'exclusion, et que les mêmes aujourd'hui ne soient pas considérées comme ayant à être rejetées ou dans d'autres cultures. Concernant l'inclusion et l'exclusion, selon Émile Durkheim, il existe 2 grands types de sociétés. Les sociétés qui fondent l'inclusion et l'exclusion sur une solidarité de type mécanique, et les sociétés qui fondent l'inclusion et l'exclusion sur une solidarité de type organique. La première société
le premier type de société, pardon, fondé donc sur la solidarité de type mécanique, euh, constitue son lien social autour de la similarité, de la ressemblance. Ce sont les villageois d'un même village qui sont ensemble et qui font société. Ce sont les paysans qui se ressemblent, qui forment un milieu social, qui constituent un milieu social spécifique, etc., etc. Autrement dit, la cohésion sociale, le faire ensemble, le vivre ensemble, est construit autour de la ressemblance. Dans ce type de société, celui qui est très dissemblant, celui qui est très différent, est de fait donc exclu, ou n'est simplement jamais inclus. Mais la caractéristique seconde de ces sociétés est que chaque individu qui naît est né à une place donnée. Autrement dit, dans des sociétés à solidarité mécanique, chacun naît à une place, et on peut naître à une place extérieure de la société, et donc ne pas en faire partie, en être dès la naissance exclu, mais inclus ailleurs par conséquent. Donc chaque individu naît avec une place, mais ne se verra pas nécessairement, n'aura pas la possibilité de changer de place au cours de son existence. Une société à solidarité mécanique est une société dans laquelle les individus n'ont pas l'occasion de se mouvoir d'un statut à un autre, d'un milieu social à un autre. Lorsqu'un individu naissait paysan, il le restait toute sa vie. Lorsqu'il naissait noble, il le restait toute sa vie. C'est un autre type de société à solidarité mécanique emblématique pourrait être la société de caste qui a été donc longtemps l'apanage des Indes. Second type de société, les sociétés à solidarité organique, toujours selon Durkheim, et là au contraire fondées sur le principe de différenciation et de spécialisation. Il s'agit de la division du travail, la division sociale du travail, et l'image utilisée est donc celle d'un corps constitué de plusieurs organes, lesquels donc sont interdépendants et en interaction et permettent au corps de fonctionner, d'être un tout vivant. Ainsi, il n'est plus dans ce type-là de société, donc c'est la différence qui vaut. Il y a un grand déploiement, une grande diversification des possibilités de rôles sociaux et de statuts sociaux. Et un individu qui naît à une place a la possibilité d'en changer. Quelqu'un qui naîtrait dans une famille ouvrière pourrait tout à fait devenir ingénieur hydraulique, hydraulicien, ou pourrait également devenir boulanger, etc., etc. Ou encore tennisman. Dans la société donc à solidarité organique, il n'y a pas de place donnée à la naissance à l'individu, il peut en changer, mais par suite donc cette possibilité d'ascension sociale est aussi une possibilité au contraire de chute, et personne n'a donc une place garantie à vie au sein de la société, comme personne n'est certain lorsqu'il est exclu qu'il ne pourra pas être réinclus ultérieurement. Ainsi, dans une société à solidarité organique, la place n'est pas donnée, elle est acquise par l'individu, et elle n'est jamais acquise définitivement, y compris le fait d'être exclu. Deuxième point abordé sur les questions d'exclusion, le fait qu'on puisse considérer qu'il existe deux types d'exclusion, l'exclusion directe et l'exclusion indirecte. Il s'agit de deux types de processus sociaux différents. L'exclusion directe pourrait avoir comme exemple, malheureusement bien connu aujourd'hui, la reconduite à la frontière d'un migrant par exemple. Il s'agit donc d'une exclusion directe, l'individu est remis hors de la société, est porté hors de la société. Une exclusion directe peut être aussi une exclusion par exemple de type économique avec un licenciement d'une entreprise. Donc c'est pas de la société dans sa globalité, mais simplement du monde de l'emploi dont l'individu se retrouve donc exclu.
Deuxième forme d'exclusion, l'exclusion indirecte. Cette forme-là d'exclusion n'est observable qu'à l'aide de statistiques et d'études de trajectoire. C'est donc l'œuvre plutôt des sociologues et des épidémiologues. Et elle permet de constater, ces études permettent de constater que un certain nombre d'individus cumulent une série de facteurs qui leur sont défavorables, ne pas être nés dans une famille qui les amènera à pouvoir développer leur potentiel intellectuel ou physique, ne pas être ensuite dans un milieu favorable scolairement, ne pas être, etc., etc. Et l'accumulation de ces contextes et de ces ressources, de ce manque de ressources, de ces contextes défavorables, de ces manques de ressources, de ces manques d'opportunités, etc., diminue leur possibilité d'être à égalité des chances et construit progressivement une forme donc d'exclusion. C'est donc ce qui s'intitule l'exclusion indirecte. Autre remarque sur la notion d'exclusion, il existe aussi deux grandes façons d'exclure. L'exclusion hors de la société, on vient de donner l'exemple du migrant reconduit à la frontière, mais aussi l'exclusion dans la société. Il est donc possible d'imaginer qu'à l'intérieur de notre société contemporaine, il existe des poches d'exclusion. Et je pense qu'un exemple les plus connus aujourd'hui est celui des quartiers. Enfin, dernier point concernant la question de l'exclusion, ou de l'inclusion d'ailleurs, ces deux process allant de pair, il est important pour ne pas partir dans des analyses un peu manichéennes, un peu simplistes, etc., de toujours prendre le temps de considérer par qui tel ou tel type d'individu est exclu, ce qui montre bien que tout le monde n'exclut pas tout le monde. De quoi les individus ou la population est exclue. Elle peut être exclue d'un point de vue économique, du point de vue de l'application de ses droits, du point de vue de son accès aux soins, etc., etc. Comment et jusqu'à où elle est exclue, cette population ou ces individus. Pareillement, les modalités de l'exclusion peuvent être variées. Nous allons voir un certain nombre de types, les 6 que j'ai annoncés, mais je tiens à signaler d'emblée qu'un 7e type ne sera pas abordé dans le cadre de ce cours alors qu'il est très courant. C'est l'exclusion simplement que nous pratiquons chacun d'entre nous en tant qu'individu dans la vie quotidienne. Je pense que personne ne peut être tout à fait exclu ou exempt de ce type de comportement. Exclure quelqu'un, nous en connaissons une grande variété de modalités pratiques. Nous savons faire la réputation négative de quelqu'un, lui faire sa réputation, comme on dit. Nous savons nous moquer de lui, le disqualifier, et donc l'exclure du groupe. Nous savons également réduire ses chances de participer à certains espaces sociaux importants. Par exemple, l'annonce d'une soirée entre étudiants peut être faite de telle manière que certains ont beaucoup plus de chances que d'autres d'obtenir l'information et donc de s'y rendre. Mais s'y rendant, ils auront aussi l'occasion de nouer un certain nombre de liens. Maintenant que cette courte introduction est terminée, nous allons donc nous engager dans l'étude de différents types d'exclusion et voir en quoi ils concernent et comment les populations qualifiées aujourd'hui dites d'handicapées. Alors tout d'abord, il existe une première modalité d'exclusion qui concerne davantage les formes de société à solidarité mécanique, mais bien sûr pas seulement. La modalité s'appelle la modalité d'élimination. Donc on retrouve cette forme d'exclusion dès la Grèce antique. L'individu est donc exposé, mais que veut dire exposé? L'individu est amené, on l'a vu lors du précédent cours sur le handicap, en dehors de la cité. C'est un individu terrata qui provoque la terreur du fait de la difformité de son corps et la crainte panique d'une dégénérescence de l'espèce.
C'est pour cette raison donc que sa naissance est considérée comme un problème politique, au sens où il met en danger la société, enfin la cité en réalité, et il est considéré comme étant le signe de la colère des dieux. C'est pourquoi donc cet individu sera porté en dehors de la cité, dans un trou, dans une grotte, déposé dans un, dans un fleuve, etc., de manière donc à le rendre Dieu. Mais effectivement, cette exposition va avoir comme conséquence immédiate et quasi systématique donc la mise à mort de l'enfant, du nouveau-né. Cette forme donc d'exposition date d'actes de l'Antiquité grecque, mais elle est vraiment, et elle met vraiment en lumière donc cette crainte d'une dégénérescence hein, de la race et plus clairement, disons, de l'espèce, non pas parce que de la race, pardon, non pas parce que la race est un concept qui est scientifiquement valide aujourd'hui, pas du tout, mais parce que simplement il correspond à des discours idéologiques, il est porté par des discours idéologiques qui effectivement sont des discours de type eugéniste, Eugeniste. Voilà, donc des discours qui reposent sur des théories derrière lesquelles l'idée de l'élimination de certains types d'individus ou de populations est légitimée en raison du fait du risque que ces populations font courir à la société en général, mais aussi parce que ces populations seraient une charge, un poids pour la société du fait de leur incapacité à subvenir à leurs besoins. Bien, donc les théories eugénistes sont des théories qui ont une portée politique majeure et sont souvent sont souvent promues par des partis politiques, notamment, notamment d'extrême droite, mais il existe des partis d'extrême droite qui ne portent pas ce type-là de théorie, bien sûr. Voilà, mais donc ces théories eugénistes ont trouvé leur suite ou leur filiation dans d'autres événements plus récents de l'histoire, et notamment avec l'Allemagne nazie, qui est un exemple fort de la mise en pratique de théories eugénistes, avec donc l'éradication pendant cette période de 200 000 individus handicapés pour la raison qu'ils étaient handicapés. La population qui a été particulièrement ciblée par ces rafles et donc qui a été gazée ou dans les chambres à gaz est essentiellement composée d'individus étant soit déficients intellectuels, soit ayant des troubles de santé mentale. Bien, autrement dit, ce qui relève de la Grèce antique et et cette peur donc d'une dégénérescence de l'espèce ou de la race, et donc fait résonance et retrouve ses applications dans des périodes historiques beaucoup plus récentes, et on voit donc à l'échelle d'une mise en œuvre industrielle de la mort de ces individus. Au-delà de ce niveau et cette échelle politique, il y a d'autres modalités qui peuvent interroger et dont on peut se demander s'il ne s'agit pas de modalités d'élimination. Et notamment, aujourd'hui, les débats portent sur l'assistance au suicide et l'euthanasie. L'assistance au suicide et l'euthanasie, en soi, peuvent être légitimées et il est peut-être très juste, enfin en tout cas le cours ne prendra pas position sur ces aspects-là, hein, là-dessus, mais discutera par contre des conséquences pour les personnes handicapées. Donc il y a dans nos sociétés contemporaines des personnes qui militent pour une mort dans la dignité, et au nom de cette dignité, ils revendiquent donc le choix et le droit de pouvoir choisir le moment de leur mort si leur état de santé se dégrade trop et qu'ils estiment donc être trop altérés en tant que personne.
et ne souhaitant pas imposer ça à leurs proches. Bien, donc cette volonté donc, de pouvoir choisir le terme de sa vie, de maintenir une qualité de vie jusqu'à la fin de sa vie, peut interroger concernant les personnes handicap. Pourquoi? Parce que ça suppose, dans ce type-là de façon d'envisager les choses, que certaines vies, ou dans certaines conditions, ne valent pas le coup d'être vécues. Alors, ça peut être bien sûr un choix individuel, et c'est tout à fait compréhensible que certains ne souhaitent pas continuer à vivre, que leur vie, pour eux, n'ait pas de sens, ou soit trop de souffrance pour leur donner l'envie de poursuivre davantage. Mais en même temps, à partir du moment où le débat peut porter sur le fait que certaines vies ne valent pas la peine d'être vécues, et qu'il peut devenir légitime de mettre fin à sa vie, se pose la question de qui peut être assisté ou pas dans sa volonté de suicide. Et là peut se jouer des process sociaux auxquels on ne ferait a priori pas attention, mais il est vrai, et on l'a déjà évoqué, les personnes en situation de handicap sont encore largement stigmatisées dans nos sociétés. Beaucoup d'entre nous, en tout cas un certain nombre, peuvent estimer que ce sont des vies qui sont empreintes de souffrance, qui sont empreintes de difficultés, d'obstacles, qui limitent beaucoup la possibilité de profiter de la vie, qui restreignent de manière importante la qualité de la vie. Et donc, pour toutes ces raisons et ces considérations, il peut sembler finalement, somme toute, assez normal et assez légitime, sans qu'on s'interroge trop sur les raisons de ce souhait, qu'une personne handicapée puisse demander l'assistance pour mourir, lorsqu'elle n'est pas capable de le faire par elle-même, simplement parce qu'elle est trop dépendante d'autrui pour sa vie quotidienne. Donc la question de fond, vous l'avez compris, n'est pas est-ce qu'il est légitime ou pas de pouvoir choisir le moment de sa mort et la qualité de sa vie et la dignité au moment de la mort. C'est pas de ça dont il est question, c'est pas ça que j'essaie d'évoquer, mais simplement que derrière ce type-là de débat, il est instillé le fait que certaines vies ne valent pas la peine d'être vécues, et que précisément, ça vient conforter les a priori, les stéréotypes, les préjugés très courants qui concernent les personnes handicapées, qui est qu'effectivement, leur vie ne vaut pas toujours le coup d'être vécue. En tout cas, un certain nombre d'entre nous le pensent. Et donc, ce qui est inquiétant, en fait, dans ce type-là de process sociaux autour d'une facilitation de l'assistance au suicide, c'est qui finalement sera le public à terme qui se verra assisté dans le cadre de sa mort. Et là, on voit bien que très spontanément, dans la vie de tous les jours, en raison de ces préjugés vis-à-vis du handicap, de la souffrance et du manque d'intérêt d'une vie avec un handicap, un certain nombre d'entre nous seront assez enclins à prendre en compte de manière favorable et même sans discuter la volonté ou le souhait de suicide d'une personne handicapée. Alors que pour un ami ou pour un proche, la même personne sera encline davantage à essayer de la persuader de l'aspect éphémère de sa souffrance et du fait que sa vie et son avenir ont toute leur valeur et sont tout à fait prometteurs. Aussi, ce qui est finalement à discuter derrière cette question de l'euthanasie, de l'assistance au suicide, c'est plutôt comment est-ce qu'on pourra juger du fait qu'on n'est pas, parce qu'on est empreint de préjugés négatifs vis-à-vis d'un certain nombre de populations, dont les personnes handicapées, enclins à les conforter dans leur idée de suicide, ou en tout cas à ne pas les réfréner, alors que d'autres se verraient beaucoup plus soutenus psychologiquement par nos personnes. Autre point de débat concernant notre société contemporaine,
le diagnostic anténatal et l'interruption de grossesse. Alors là encore, il s'agit plutôt de décisions qui seront prises à un niveau individuel, ou en tout cas par des futurs parents. Mais néanmoins, ces décisions vont être le fruit d'un contexte politique particulier et donc d'un contexte décidé à un niveau macro-social. En effet, la question de l'obligation du diagnostic anténatal pour les grossesses à risque date des années 80 en France, pour ce qui est de la France. Et donc ce diagnostic anténatal permet donc d'analyser le génome du fœtus et de pouvoir détecter certaines pathologies, notamment la trisomie 21 ou certaines formes de myopathie. Donc ce travail d'analyse du patrimoine génétique du fœtus permet donc d'énoncer une probabilité, et non pas une certitude, mais une probabilité que l'enfant sera atteint de telle ou telle pathologie, en tout cas qu'il présentera un terrain propice. Mais donc il s'agit de probabilité. Et ça, c'est ce qui sera annoncé donc aux parents ou futurs parents, et leur sera demandé également de se positionner. Donc systématiquement, les médecins qui pratiqueront l'annonce du handicap de l'enfant à leurs parents demanderont à ces parents de décider de la continuation ou au contraire de l'interruption de la vie du fœtus. Ainsi donc, on voit que la question, c'est une autre forme finalement, en tout cas, c'est pas une autre forme d'eugénisme, mais on peut dire qu'en tout cas, il est demandé, parce qu'il ne s'agit pas d'une politique publique qui impose que certains types d'individus, du fait de leur patrimoine génétique, soient éradiqués, c'est pas le propos, mais néanmoins, les familles, les parents sont soumis donc à la question de devoir se décider concernant l'avenir de leur enfant et de son naissance ou au contraire de l'arrêt de sa vie. Bien, on voit là donc il y a bien un contexte politique qui force à la prise de décision d'un certain nombre d'individus dont ils ont entrepris une grossesse qui est considérée comme à risque. Et cette décision donc est fondée sur des probabilités statistiques. On voit bien que derrière ce choix politique de mettre en situation de décider des familles, il y a l'ambition d'un homme parfait. Bien évidemment, les grossesses sont considérées comme à risque et il est proposé d'interrompre la grossesse parce que cela peut sembler souhaitable, sinon la question ne se poserait ni de faire le diagnostic anténatal, ni de devoir décider si oui ou non cette grossesse allait être arrêtée. Bien, donc derrière cette modalité de gestion des grossesses, légiférée donc, il y a aussi ce spectre d'une volonté d'éradication de certains types de pathologies et des individus qui en sont porteurs. Enfin, dernière modalité de l'élimination, et qui a pu être mise en œuvre dans nos sociétés contemporaines, celle de la stérilisation de certaines femmes. En l'occurrence, on sait que jusque dans les années 1990, en Suède, il y avait une politique d'État de stérilisation systématique des femmes adultes déficientes intellectuelles ou ayant des troubles de la santé mentale importants. On peut dire aussi qu'en France, se sont posées un certain nombre de questions, et notamment, on peut constater encore aujourd'hui que dans un certain nombre de foyers pour adultes ayant des déficiences intellectuelles ou des troubles de la santé mentale, l'obligation pour pouvoir accéder donc à ces foyers d'une mise de la prise de la pilule, et donc d'avoir une ordonnance de pilule avec une infirmière qui donnera tous les jours ce médicament.
c'était donc pas une stérilisation au sens strict du terme, mais en tout cas, l'impossibilité pour la personne qui prendra la pilule donc, d'avoir des enfants. Bien évidemment, la personne n'est malheureusement pas toujours informée du fait que la pilule, est un médicament qui a ce type-là de conséquences. Elle peut la prendre parmi tout, un autre florilège, de, petites pilules et ne pas être informée donc, dans le détail, des effets attendus et des raisons pour lesquelles elle prend, cette médication. Bien, deuxième grand type, d'exclusion concernant les personnes handicapées, dans notre société contemporaine, la question donc de l'abandon. L'abandon est une forme d'exclusion par arrêt des soins, arrêt de l'attention à ou une forme d'indifférence importante. On peut considérer toujours que l'Antiquité grecque, avec la pratique de l'exposition, était une des formes de l'abandon. On arrêtait les soins, l'enfant était laissé dans les mains des dieux et en général, effectivement, en mourait. Une première forme qu'on peut signaler consiste donc en l'abandon à la naissance. Les auteurs Dumaret et collaborateurs, Dumaret, D-U-M-A-R-E-T, ont produit une recherche sur la question de l'abandon à la naissance des enfants trisomiques 21 et ont pu démontrer que une augmentation de ce nombre d'abandons à la naissance est observable dans les 2 années qui ont suivi la légifération sur la possibilité donc du diagnostic anténatal et la proposition d'avortement thérapeutique, en tout cas appelé avortement thérapeutique à cette époque, à cette période. Bien, donc à cette même période, Dumaret et collaborateurs donc démontrent que le nombre d'enfants trisomiques 21 abandonnés à la naissance augmente aussi de manière significative. Et ils en concluent, après analyse, un certain nombre d'éléments sur lesquels je passe, je vous laisse lire l'étude si vous êtes intéressé, au fait qu'une politique promouvant le diagnostic anténatal et la possibilité d'un avortement thérapeutique a comme effet de légitimer une faible acceptation sociale des individus trisomiques 21 et par suite donc permet de légitimer aussi leur abandon à la naissance. Deuxièmement, un certain nombre de familles, pour des raisons qui peuvent être philosophiques, religieuses, peuvent choisir de ne pas porter atteinte au principe de vie, mais néanmoins donc ne pas choisir et accepter d'éduquer et d'accueillir un enfant trisomique 21 en leur sein, et donc préfèrent et optent pour l'abandonner. Il s'agit essentiellement d'abandon sous X. Une deuxième forme d'abandon donc peut consister également en cesser de s'occuper, priver de soins. Et là, nous sommes plutôt sur une question qui rejoint la notion d'euthanasie passive, donc qui consiste à ne plus procurer de soins, par exemple, les personnes qui sont en coma végétatif depuis un certain nombre de mois ou d'années, dont il est pensé qu'elles ne pourront pas se réveiller, il peut se trouver que l'équipe soignante, la famille, les proches se posent la question de l'arrêt des soins dans l'idée de ne pas provoquer un acharnement thérapeutique. Cet abandon de soins peut bien sûr être mis en œuvre pour des raisons, on va dire, plutôt positives, mais c'est également d'autres philosophies qui peuvent amener donc à renoncer à s'occuper d'un certain nombre d'individus ou de populations, et notamment la théorie de la population surnuméraire,
Il y a donc un certain nombre de groupuscules, mais aussi certains partis politiques ou des collectifs d'individus peuvent soutenir une idéologie qui est née ou qui a été largement portée en Europe au XIXe siècle et qui relevait donc à la fois d'un utilitarisme libéral et d'un darwinisme social. Alors je vais expliquer ces termes. Darwin, chacun d'entre vous sait qu'il est l'inventeur d'une conception de l'évolution de l'espèce humaine reposant sur la sélection des plus forts et permettant donc leur reproduction et l'affermissement de l'espèce humaine. Mais derrière ce darwinisme, donc, l'idée est que les plus faibles doivent mourir. Cela se produit par un phénomène naturel du fait même de leur faiblesse et des conditions exigeantes qu'impose la nature à l'existence humaine. Mais ça peut sous-entendre aussi qu'il est légitime que certains d'entre nous n'aient pas tout le soutien et toute la considération et tous les soins qu'il serait possible de leur procurer au regard du fait que précisément ils sont trop faibles, trop dépendants ou encore incapables de subvenir à leurs besoins. Bien, derrière l'idée d'être capable de subvenir à leurs besoins, là on revient sur la question de l'utilitarisme social. Un individu qui n'apporte pas à la société, qui ne permet pas de produire des richesses, peut être considéré également par un certain nombre de partis politiques, de collectifs d'individus et de groupuscules, comme étant une sorte de parasite de la société, et à ce titre-là, donc, voir un individu donc néfaste. Bien, et là, je vous laisse lire quelques discours politiques enflammés et pourtant médiatisés et portant atteinte à la dignité d'un certain nombre de la population des personnes handicapées. Bien, donc derrière ce type-là d'idéologie, bien sûr, pardon, et bien sûr, il y a le risque, donc, on abandonne certaines populations, qu'on ne leur donne pas les moyens de survivre, et donc se pose la question de la dignité humaine et des droits humains, de leur application pour tous. Voilà, mais aussi comment faire et comment agir face à des collectifs politisés prônant donc l'importance pour une société forte et sécure donc d'arrêter d'entretenir ceux qu'ils considèrent comme des parasites. Voilà, donc vous comprenez que derrière cette histoire d'abandon, il y a à la fois une forme qui peut sembler plutôt positive et qui vise donc à ne pas s'acharner et forcer à la vie un individu qui n'est plus en état d'exprimer ce qu'il souhaite et qui probablement n'aura pas l'occasion de retrouver une vie ordinaire, et en même temps donc de ne pas surprotéger, et en même temps donc dans la même balance et dans le même mouvement, l'abandon de soins ou le refus de soins ou de prise en compte ou de soutien peut aussi s'expliquer donc par la volonté d'éradiquer un certain type de population au sein d'une société. Troisième type d'exclusion, le type de la ségrégation. Il s'agit là d'une exclusion de type géographique. Nous sommes là dans des sociétés nécessairement à solidarité organique, et il s'agit de poches à l'intérieur de la société, de poches dans lesquelles des individus donc se trouvent regroupés en raison donc d'une volonté de la société de se protéger d'eux ou de ne pas avoir à les coudoyer au quotidien.
On retrouve les formes de la ségrégation dès le XVIIe siècle, largement documentées par Michel Foucault euh, dans son ouvrage sur la folie à l'âge classique, 1961, pardon, où il montre donc l'importance du grand renfermement au XVIIe siècle, avec les édifications de tout un réseau d'hôpitaux généraux, à l'intérieur duquel donc étaient enfermés les individus qui posaient problème à la société et dont la plupart étaient des individus errant de village en village, vivant dans les rues, n'ayant plus réellement de communauté d'appartenance, donc des individus dans une extrême pauvreté et précarité, mais se sont retrouvés aussi enfermés des populations, on va dire plutôt déviantes, comme des populations de prostituées, également un certain nombre de grands malades, des pestiférés, etc. Tous ces individus donc qui troublaient l'ordre public donc ont été mis derrière les murs des hôpitaux généraux et il a été travaillé à leur redressement, ce sont des termes de l'époque, hein, à travers le travail et la prière. On a des institutions de ce type-là qui se développent également en Angleterre, qu'on appelle les workhouses, donc les maisons de travail. On se rend compte aussi que la ségrégation peut prendre la forme de l'internement contre la volonté, l'hospitalisation d'office, autrement dit. Et là, on a un cadre légal qui a débuté, en tout cas qui est né en 1838 pour ce qui est de la France, et quelques années plus tard pour ce qui est de la Grande-Bretagne. Et donc là également, un certain nombre d'individus sont rassemblés en raison de leur comportement ou de symptômes qu'ils présentent, et sans que leur consentement n'ait été préalablement acquis. Et enfin, donc, une autre forme qu'on peut réfléchir et qui sont toujours dans ces, dans cette perspective, dans cette dynamique d'institutionnalisation, de mise en institution. On peut considérer aussi que le développement de l'éducation spécialisée a permis donc de réunir dans un même espace géographique et social les personnes handicapées, et ce dès le XVIIIe siècle. L'abbé de l'Épée a regroupé les enfants aveugles, Valentin Haoui les enfants sourds, et Édouard Seguin au XIXe siècle s'intéressait aux enfants déficients intellectuels. Bien donc le développement d'espaces sociaux spécifiques pour l'éducation de publics spécifiques, ou en tout cas à besoins spécifiques, mais donc ne leur permettant pas de suivre la même ou strictement la même éducation que les autres. Derrière cette modalité de la mise en institution, il y a une grande discussion hein, qui porte sur les effets des institutions sur l'individu, sa socialisation, le développement de sa construction identitaire, etc. etc. Et à ce titre-là, je vous enjoins sur ce sujet, pardon, je vous propose de lire Erving Goffman, son tout premier ouvrage publié en 1961 en américain et ensuite en France, qui est intitulé Asile, A-S-I-L-E-S. Voilà, et donc là, Goffman montre comment des institutions qu'il appelle institutions totales peuvent venir gouverner et régenter la vie quotidienne de certain nombre d'individus, avec des effets notables sur ces individus, et notamment les forcer à une socialisation spécifique. Erving Goffman montre que pour un individu introduit dans un hôpital psychiatrique contre son gré, deux options lui sont ouvertes. On va dire une première socialisation qui consiste en devenir rapidement un bon patient pour ne pas trop subir de conséquences négatives, parce qu'il serait en but, on va dire, à l'ordre social de l'institution.
Euh, ou encore une socialisation qui consisterait plutôt à échapper autant qu'il est possible à son rôle social de patient, mais non pas en devenant soignant, etc., mais plutôt en ayant des comportements d'évitement importants des interactions sociales, qu'il s'agisse d'interactions sociales avec d'autres patients ou avec simplement les soignants, et de décrire, Erving Goffman, de décrire des comportements de patients couramment qualifiés d'hébéphréniques, et qui donc peuvent être décrits de la manière suivante: des patients qui se retrouvent dans des couloirs où il y a peu de passages, en position complètement figée, comme, se présentant un peu comme des statues, mais qui expriment que de cette manière-là, ils sont peu l'objet des soins et des préoccupations des soignants qui sont, on va dire, répondent davantage aux urgences et éventuellement à des situations de violence ou à des patients plus difficiles. Et, et donc, ces patients qui se comportent un peu comme des plantes au fond de couloirs dans lesquels il y a peu de passages, donc sont laissés tranquilles, et c'est leur objectif. Ils ont pu exprimer que pour eux, c'était un des moyens de reconquérir une part de liberté, puisque pendant ces heures où le mimait une plante quelconque ou une statue au fond d'un couloir, il leur était possible de penser autant qu'ils le voulaient à tout ce qu'ils voulaient, puisqu'ils n'étaient pas perturbés par les interactions sociales avec d'autres. Il n'était pas obligé de faire telle ou telle activité, il n'était pas non plus obligé d'échanger. Bien. L'exclusion par ségrégation peut n'être que partielle ou ne concerner que un ou plusieurs domaines de la vie ordinaire. Et donc l'exclusion par ségrégation peut concerner le domaine de la scolarisation et de la formation, ou et le domaine de l'emploi, ou et le domaine des loisirs, ou et etc., etc. Donc tout le monde n'est pas exclu de tout, même lorsque il n'a pas, par exemple, d'emploi. Ça ne l'empêche pas forcément, il peut habiter dans un quartier, il peut résider dans un quartier qui sera favorable à son retour à un emploi, parce que comportant des réseaux intéressants pour lui en termes donc d'opportunités de rencontres et de présentation de ses compétences, parce que il peut ne pas être exclu de tout ce qui relève des loisirs et de la formation professionnelle continue, puisque dans le cadre de sa recherche d'emploi, il lui est également financé un certain nombre de possibilités de formation, etc., etc. Donc l'exclusion du point de vue de la ségrégation peut concerner un domaine de la vie ou tous les domaines de la vie. Ce qui est intéressant de constater, c'est que très couramment, le paradoxe de la ségrégation est que les enfants ou les adultes qui sont mis en institution, mais plus spécifiquement les enfants handicapés, le sont au nom d'un projet qui est leur retour en milieu ordinaire ensuite. Le projet est une éducation qui corresponde vraiment à leurs besoins spécifiques pour leur permettre donc une meilleure adaptation à la société étant adultes. Alors c'est tout à fait la philosophie de la loi 1975, donc qui est au fondement de la reconnaissance par l'État du milieu de l'éducation spécialisée, et aussi de son financement, de sa subvention par l'État français. Qu'est-ce qu'on peut dire avec le recul des effets de cette politique publique? Somme toute, très peu, en termes de proportion, hein, une faible proportion d'individus qui effectivement retourneront au milieu ordinaire à l'âge adulte, et par contre des effets de filière avec des individus qui vont se retrouver en institution dès leur enfance, poursuivront la vie en institution
à leur adolescence, puis à l'âge adulte et également au temps de leur retraite. Bien, donc on sait aujourd'hui que la modalité de la ségrégation génère des effets de socialisation spécifiques qui apprennent à l'individu à endosser des rôles, mais des rôles sociaux qui ne sont pas ceux qu'il retrouvera en milieu ordinaire. Et donc cet endossement récurrent de rôles qui ne sont pas pertinents pour une adaptation au milieu ordinaire est finalement et somme toute peu efficace au regard du projet d'un retour en milieu ordinaire. Bien donc dans ce sens-là et pour cette raison-là, on peut dire que le détour ségrégatif, même s'il projette une inclusion à terme, est rarement efficace. Quatrième type d'exclusion, l'exclusion en termes d'assistance. Là, il s'agit plutôt d'une exclusion de type économique. Elle a été notamment travaillée par des auteurs très reconnus comme Robert Castel, dans son ouvrage Les métamorphoses de la question sociale, donc qui porte sur les différentes façons de traiter ces publics qui pourraient faire que la société se délite du fait du problème qu'il pose en termes d'échec finalement de la société à inclure les individus qui pourtant mériteraient sa reconnaissance. Bien, donc cette possibilité de l'assistance a émergé historiquement autour du, on va dire de manière un peu répandue et un peu stable et solide, XIIIe siècle, très largement portée donc par l'Église tout au départ, avec des grandes institutions qui recueillaient ceux qui avaient besoin de la charité. Il pouvait s'agir aussi bien d'orphelins, de malades, etc., mais aussi donc d'enfants ou d'adultes en situation de handicap. Derrière cette façon de prendre en charge les personnes et derrière cette charité, se trouvait une idéologie du rachat des péchés pour la personne qui pratiquait la charité, bien sûr. Et donc l'Église a joué un rôle important dans ces prises en charge assistentielles parce qu'elle prônait donc finalement une place pour le plus pauvre et notamment celui qui ne pouvait pas subvenir à ses besoins parce qu'il était handicapé, une place donc qui était aussi l'occasion pour les plus riches et les plus aisés donc de racheter leurs péchés et donc de s'acheter une place au paradis. Donc c'est l'Église qui a tout d'abord institué ces espaces sociaux à l'intérieur duquel donc les pauvres et notamment les personnes handicapées qui ne pouvaient pas assurer leur subsistance se retrouvaient pris en charge. Dès le XVe siècle, on va dire qu'un certain nombre de municipalités françaises avaient également établi leurs propres modalités d'assistance. Donc la prise en charge là a été effectuée plutôt par les notables. Et enfin, à la Révolution française, donc une modification avec une politique importante, puisqu'il s'agissait d'une politique nationale d'assistance avec des bureaux de bienfaisance qui ont maillé le territoire français. Et l'idée que chacun avait une dignité qu'il devait être respecté, et en ce sens, l'assistance n'était plus l'effet d'une charité, mais plutôt l'effet d'un droit de chaque citoyen de se voir soutenu par l'État français du fait même de sa citoyenneté. Dans le cadre de cette exclusion par l'assistance, on voit bien que ce n'est pas une exclusion qui met hors de la société, mais il s'agit bien plutôt d'une exclusion qui se situe à l'intérieur de la société, qui crée des poches spécifiques avec des gens qui vont se rencontrer entre chercheurs d'emploi, entre errants, etc., etc.,
C'est très proche donc de ce qu'a décrit Robert Castel avec son processus de désaffiliation qui est articulé sur une appartenance à un territoire ou à une communauté et la possibilité de travailler. Et je trouve donc cette modalité de l'assistance, qui est donc une modalité économique hein, d'exclusion, vient poser la question de l'utilité sociale et de la citoyenneté. Est-ce que nos sociétés ont raison de penser et de traiter certains individus comme des inutiles au monde? Est-ce que il est normal que certains d'entre nous soient dans des conditions de précarité et de pauvreté qui peuvent malheureusement parfois se pérenniser et qui les mettent en position de subordination et de dépendance? Est-ce que réellement la société a un intérêt à maintenir des individus dans ce type-là de situation plutôt que de leur procurer un emploi? Donc ça, c'est un vaste débat hein, sur les options du traitement social de ce type-là de difficultés, avec l'idée que il pourrait être considéré comme injuste. Et là, je vous laisse en décider par vous-même. Hein. Une fois encore, là, le cours n'est pas là pour se positionner, mais pour vous montrer le type de questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'il est juste que certains individus ne puissent pas subvenir par leurs propres moyens à leur existence alors qu'ils sont en capacité de travail? Est-ce qu'il est juste qu'ils se retrouvent avec un statut de citoyen de seconde zone? Bien, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le champ du handicap, Oliver et Barnes, Oliver O-L-I-V-E-R, Barnes B-A-R-N-E-S, ont analysé cette situation concernant les personnes en situation de handicap et effectivement, la proportion de personnes adultes en situation de handicap ayant des difficultés à se procurer un emploi euh, ou à s'y maintenir est importante. Et pour eux, cette exclusion du monde du travail, on va dire, est la cause fondatrice de toutes les autres formes d'exclusion, des loisirs, de l'éducation, euh, de la vie ordinaire de manière générale. Autrement dit, pour Oliver et Barnes, l'inclusion par le travail est essentielle. Le travail serait encore ce grand intégrateur par lequel il est indispensable de pouvoir passer si l'on veut trouver sa place dans la société contemporaine. Et ceci donc expliquerait pourquoi les populations handicapées seraient particulièrement en difficulté pour se faire une place dans nos sociétés, parce qu'elles sont particulièrement discriminées en matière de recherche d'emploi, et également parce qu'elles sont en difficulté dans le cadre de formation, de la scolarisation et de la formation professionnelle. Scolarisation en raison donc de socialisation très souvent en milieu institutionnel qui ne procure pas la même instruction réellement, et en difficulté donc à la recherche d'un emploi en raison de la discrimination qui a été maintes et maintes fois largement prouvée. Donc c'est l'Église hein, qui a tout d'abord institué ces espaces sociaux à l'intérieur duquel les pauvres et notamment les personnes handicapées qui ne pouvaient pas assurer leur subsistance se retrouvaient pris en charge. Euh, Dès le XVe siècle, on va dire qu'un certain nombre de municipalités françaises avaient également établi leurs propres modalités d'assistance. Donc la prise en charge là a été effectuée plutôt par les notables. Et enfin, à la Révolution française, donc une modification avec une politique importante, puisqu'il s'agissait d'une politique nationale d'assistance avec des bureaux de bienfaisance qui ont maillé le territoire français. Et l'idée que chacun avait une dignité qu'il devait être respecté, et en ce sens, l'assistance n'était plus l'effet d'une charité, mais plutôt l'effet d'un droit de chaque citoyen de se voir soutenu par l'État français du fait même de sa citoyenneté. Dans le cadre de
Cette exclusion par l'assistance, on voit bien que ce n'est pas une exclusion qui met hors de la société, mais il s'agit bien plutôt d'une exclusion qui se situe à l'intérieur de la société, qui crée des poches spécifiques avec des gens qui vont se rencontrer entre chercheurs d'emploi, entre errants, etc. etc. C'est très proche donc de ce qu'a décrit Robert Castel avec son processus de désaffiliation, qui est d'articuler sur une appartenance à un territoire ou à une communauté et la possibilité de travailler. Il se trouve donc cette modalité d'assistance, qui est donc une modalité économique d'exclusion, vient poser la question de l'utilité sociale et de la citoyenneté. Est-ce que nos sociétés ont raison de penser et de traiter certains individus comme des inutiles au monde? Est-ce qu'il est normal que certains d'entre nous soient dans des conditions de précarité et de pauvreté qui peuvent malheureusement parfois se pérenniser et qui les mettent en position de subordination et de dépendance? Est-ce que réellement la société a un intérêt à maintenir des individus dans ce type-là de situation plutôt que de leur procurer un emploi? Donc ça, c'est un vaste débat sur les options du traitement social de ce type-là de difficultés, avec l'idée que il pourrait être considéré comme injuste. Et là, je vous laisse en décider par vous-même. Une fois encore, là, le cours n'est pas là pour se positionner, mais pour vous montrer le type de questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'il est juste que certains individus ne puissent pas subvenir par leurs propres moyens à leur existence alors qu'ils sont en capacité de travail? Est-ce qu'il est juste qu'ils se retrouvent avec un statut de citoyen de seconde zone? Bien, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le champ du handicap, Oliver et Barnes, Oliver O-L-I-V-E-R, Barnes B-A-R-N-E-S, ont analysé cette situation concernant les personnes en situation de handicap et effectivement, la proportion de personnes adultes en situation de handicap ayant des difficultés à se procurer un emploi euh, ou à s'y maintenir est importante. Et pour eux, cette exclusion du monde du travail, on va dire, est la cause fondatrice de toutes les autres formes d'exclusion, des loisirs, de l'éducation, de la vie ordinaire de manière générale. Autrement dit, pour Oliver et Barnes, l'inclusion par le travail est essentielle. Le travail serait encore ce grand intégrateur par lequel il est indispensable de pouvoir passer si l'on veut trouver sa place dans la société contemporaine. Et ceci donc expliquerait pourquoi les populations handicapées seraient particulièrement en difficulté pour se faire une place dans nos sociétés, parce qu'elles sont particulièrement discriminées en matière de recherche d'emploi, et également parce qu'elles sont en difficulté dans le cadre de formation, de la scolarisation et de la formation professionnelle. Scolarisation en raison donc de socialisation très souvent en milieu institutionnel qui ne procure pas la même instruction réellement, et en difficulté donc à la recherche d'un emploi en raison de la discrimination qui a été maintes et maintes fois largement prouvée. Autre forme d'exclusion, la modalité de la marginalisation, qui elle repose plus sur la question du rapport aux normes plutôt sur la question donc de la déviance, de l'écart aux normes, qu'il s'agisse d'une décision de certains individus de se mettre à l'écart de la société. Et il y a eu une époque où des individus, dans les années après 68, dans les années 70, il y a un certain nombre d'individus ou de populations qui ont pu décider de créer des communautés, de choisir de vivre autrement, à l'écart donc de la société principale, la nôtre. Ça peut être donc un choix, il peut aussi s'agir d'un rejet. C'est un individu ou un ensemble d'individus, une population peuvent être rejetés par, on va dire, la société ou des groupes plutôt dominants. Et là, en l'occurrence, par exemple, des jeunes délinquants, des prostituées, etc. Voilà, donc il ne s'agit pas toujours d'une décision liée à l'individu,
C'est une décision qui peut lui être imposée, mais au contraire, ça peut être également un choix de vie. Donc la marginalité, elle peut se décrire comme une vie qui n'est pas conforme aux normes et aux attendus d'une société en termes de comportement. Cette non-conformité du comportement ou du type de vie peut avoir plusieurs sources. Un individu donc peut par exemple se retrouver en difficulté dans sa recherche d'emploi parce qu'il est en situation clandestine, ou bien des individus peuvent se retrouver en difficulté pour se faire soigner parce qu'ils sont sans domicile fixe. Là, on voit bien que ne pas être en situation clandestine ou être SDF relève plutôt rarement d'un choix. C'est plutôt des situations qui sont subies, en tout cas aujourd'hui, mais qui n'empêchent pas qu'un certain nombre de leurs droits, qui néanmoins existent, peuvent leur être déniés, et, notamment l'accès aux soins. La marginalité peut aussi découler d'un manque d'intériorisation des règles ou des attentes de la société, et là il peut s'agir d'une socialisation déviante ou d'une socialisation lacunaire, faible. Et il peut également aussi, la marginalité peut être aussi un mode de vie qui se développe, lié à un choix d'individus qui sont en conflit avec le système de valeurs principal de notre société. Par exemple, certains peuvent contester la société de consommation et donc choisir de s'exiler dans des modes de vie très autarciques et éloignés donc de nos villes. En tout cas, ce qui est à retenir de ce type d'exclusion qu'est la marginalisation, c'est que donc il s'agit d'un écart à la norme, qu'il n'est pas nécessairement choisi, mais peut l'être. Et ce qu'il permet de montrer, donc, c'est que pour être inclus, il faut toujours accepter un certain nombre d'attendus, un certain nombre de principes, un certain nombre de normes de la société. Et autrement dit, il y a une certaine capacité à se conformer aux attendus qui est nécessaire donc pour ne pas se retrouver dans un processus ou dans une dynamique de marginalisation. Concernant les personnes handicapées, eh bien effectivement, il y a longtemps eu des politiques de réadaptation qui ont émergé dès les années 60-70 en France, et qui sont des politiques qui ont visé une forme de normalisation des individus par la réparation des corps, notamment. Donc il s'agissait bien de réduire l'écart à la norme des corps biologiques considérés comme sains et valides. Et donc il était attendu que l'individu handicapé soit comme les autres et fasse comme les autres, même si pour ce faire, il devait mobiliser des aides techniques, des médicaments, des appareillages, des prothèses, etc. Enfin, dernier type d'exclusion, celui de la discrimination. C'est un type d'exclusion qui concerne essentiellement les aspects culturels ou juridiques. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire du terme discrimination? Discriminer revient à distinguer, à séparer, à mettre à côté ou mettre à part, et également à restreindre les droits. Du point de vue de son étymologie, la discrimination signifie traiter plus mal des individus qui pourtant sont à égalité. Donc la discrimination suppose un type de société particulier, une société qui pense éventuellement, qui pense, et non pas du tout éventuellement, mais qui pense l'égalité, également qui pense des droits, et des droits à égalité, et une dignité à égalité. La discrimination peut porter sur l'accès à un certain nombre de ressources ou d'opportunités. Elle peut porter la discrimination également sur la possibilité de voir ses droits mis en œuvre ou pas, ou encore, troisième forme, sur la possibilité d'avoir une qualité de vie identique entre individus. Bien, la discrimination
peut se révéler intentionnel ou pas. Il est tout à fait possible de ne pas de discriminer sans, le vouloir et sans même le savoir. Des individus, peuvent, discriminer d'autres individus et notamment des individus handicapés parce qu'ils s'imaginent que, ils sont plus faibles, plus fatigables, qu'il faut les protéger et cetera et donc pour ces raisons-là, ne leur proposeront pas certaines opportunités ou ou l'accès à certaines ressources pour pas les mettre en difficulté, par exemple. Mais, c'est, ne pas accéder à certaines ressources ou à certaines situations, c'est ne pas avoir l'occasion de faire des apprentissages et donc c'est creuser, petit à petit, davantage encore, les différences et les faiblesses ou les incapacités. Hem, la discrimination, peut porter, atteinte, à des individus ou à des populations, donc à certains types d'individus. Et là, la question se pose plutôt en termes de: est-il possible de prouver, qu'une discrimination a eu lieu? Lorsqu'un employeur, ne vous propose pas un entretien d'embauche, est-ce que c'est parce que le terme handicap était écrit sur votre CV ou pas? Est-ce que si, il vous reçoit dans le cadre d'un entretien, il ne vous recrute pas parce que vous étiez pas aussi compétent que celui qu'il a choisi? Ou bien parce qu'il a eu, finalement, peur en apprenant ou en voyant, vos, incapacités? Toutes ces questions peuvent se poser. La preuve du comportement discriminatoire est difficile à faire et ce qui explique donc qu'il y ait somme toute assez peu de, de procès dans les tribunaux français portant sur les questions de discrimination, malgré le fait donc une loi existe et permet de se protéger de la discrimination en raison d'un état de santé ou du handicap, cela depuis déjà 1991. Voilà, mais cette loi est finalement est somme toute peu mobilisée par les personnes qui sont victimes de discrimination, simplement pour le fait qu'il est difficile de prouver quoi que ce soit. Quand on arrive à prouver, que la discrimination existe et de nombreuses études scientifiques sont faites dans ce sens, ce sont toujours des études statistiques qui portent sur une large population et qui montrent qu'effectivement la probabilité, qu'un CV, portant la mention handicap, puisse permettre d'accéder à une offre un entretien d'embauche est, 2 fois ou 3 fois moindre que celle d'un CV qui ne comporterait pas cette, mention et qui serait par ailleurs identique en tout point. Voilà, donc la question de la preuve, est un souci, on va dire, en matière, de discrimination et de possibilité de se défendre contre la discrimination. Hem, il existe, 2 positions, on va dire, politiques, fortes concernant les affaires, de discrimination. La position française est plutôt, un traitement de ce problème par, la discrimination positive, ou en tout cas historiquement c'est, on va dire, l'option que nous avons le plus couramment choisie et puis dans les pays anglo-saxons, à l'inverse, il est retenu plutôt, l'idée de pratiquer la non-discrimination. Alors, de quoi s'agit-il? En quoi ces types-là de politiques, sont distincts et divergent? Eh bien, en réalité, la discrimination positive, c'est, statuer, dans des lois, spécifiques et notamment concernant la population handicapée, d'avantages qui leur seraient, dédiés, justement pour contrebalancer une discrimination, négative avérée. Par exemple, en France, on a des politiques d'emploi qui sont de l'ordre de la discrimination positive pour les personnes handicapées puisque, les, entreprises de plus de 20 employés à équivalent temps plein ont pour obligation, de recruter à hauteur de 6% de leurs effectifs, des travailleurs handicapés et que si ce n'est pas le cas, elles subissent donc, elles doivent contribuer financièrement à un fonds, facilitant, l'insertion professionnelle, des travailleurs handicapés. Voilà, cette, obligation d'un quota de 6 a également été étendue, avec la loi 2005, donc à la fonction, publique. Donc ça, il s'agit plutôt de politiques de discrimination positive, donc qui viennent accorder des droits en plus ou des ressources ou des possibilités, complémentaires, à des populations, dont on sait, par ailleurs, preuve à l'appui, qu'elles sont, largement discriminées négativement.
Et puis, d'autres pays ont plutôt, opté pour, la non-discrimination. Là, il s'agit plutôt de politiques publiques, qui, ne visent pas de population spécifique, mais par contre, l'interdiction de la discrimination est faite, que vous soyez employeur, que vous soyez, animateur, responsable d'association, que, tout ce qui concerne en tout cas, la vie ordinaire et qui est un tant soit peu public, est soumis donc, à ce principe, avec rigueur. Mais les effets, produits peuvent ne pas non plus, relever, particulièrement du miracle puisque, en réalité, les individus, ayant le plus d'incapacité, se retrouvent néanmoins considérés comme n'étant pas, par exemple, en capacité de travail et donc ils n'auraient pas proposé d'adaptation de poste et cetera. Alors que dans, notre politique de discrimination positive, ces individus, valant, on va dire, un certain nombre, de points et une certaine forme de reconnaissance de l'effort fourni par l'entreprise, un certain nombre d'entre elles sont plus enclines à les recruter pour, les avantages dont elles peuvent bénéficier ensuite. Voilà, donc la non-discrimination aurait plutôt comme conséquence négative, on va dire, de faire que, les individus ayant, le niveau de dépendance le plus, important, sont les plus exclus, alors que la discrimination, positive aura plutôt comme effet, d'engendrer des débats sur, pourquoi certains, sont recrutés, alors que, des valides, des personnes handicapées n'ont pas pu obtenir l'emploi et en avaient besoin parce qu'elles devaient, subvenir, aux besoins de leur famille. Voilà, donc plutôt des comparaisons, heu et avec, des comparaisons, de droits octroyés aux uns et aux autres et qui, mettraient, les personnes handicapées, dans la situation d'être comprises comme étant, favorisées par l'État français, et donc volant, l'emploi d'une autre population. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout le cas, mais il se trouve qu'effectivement, on constate, hein, dans le monde du travail, que certains individus ou certains groupuscules ou collectifs, analysent, hein, la situation, de cette manière-là et donc en réalité sont dans un déni important, de la discrimination, négative que subissent, les populations handicapées, dans leur vie ordinaire et en particulier, dans leur vie, de travail. Bien, j'espère que, donc, cette façon, d'analyser, par, type, d'exclusion, vous aura permis, de prendre, l'ampleur, du phénomène pour ce qui concerne, les populations, handicapées, de prendre donc la mesure de toutes les formes d'exclusion, qu'elles peuvent, subir, et aussi de toutes les nuances qu'il faut apporter à ces types-là d'analyse et notamment en essayant de comprendre de quoi elles sont exclues, par qui, comment et jusqu'à où.